Donc Philippe, vous avez été médecin à Roissy pendant plus de 40 ans. Vous vous êtes occupé d'Alfred. Comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré en août 1988 et il a quitté l'aéroport de Roissy en août 2006 pour rejoindre un foyer d'accueil. Comment il est arrivé là et qu'est-ce qu'il prétendait? Alors, il est arrivé là parce que tout simplement, c'était une partie de ping-pong. Il était à Ostende, en Belgique, et il souhaitait se rendre en Angleterre. Donc, il s'est rendu en Angleterre. En Angleterre, il n'avait pas le droit de pénétrer en Angleterre. Il le renvoyait à Ostende. Alors, un jour, un an, donc il a fait des allers-retours entre Ostende et l'Angleterre et Douvres. Et un jour, un douanier a dit, bon, comme les Ostende nous le renvoient systématiquement, on va le faire passer par Paris. Donc, ils l'ont fait passer par Paris. Là, il s'est retrouvé à Calais. Je ne sais pas comment il est arrivé. Je pense qu'il a dû prendre un train de Calais à la gare du Nord. Et à la gare du Nord, il a dit, je vais aller en Angleterre. Et là, un bon samaritain l'a renseigné, lui a dit, bah, écoutez, c'est très simple, vous allez à Roissy. Ouais. Donc, il est arrivé à Roissy comme ça, en venant de France. Et donc, il est toujours resté en zone nationale. Il n'est jamais rentré en zone internationale. Il était iranien? Il était iranien. Alors, au début, on ne le voyait pas. Et puis, vous savez, on ratissait la gare, l'aérogare 1, et puis on a vu ce type qui s'installait. Donc, on lui a posé des questions. Là, il nous a dit, j'ai pas de papier. Donc, on a joint les autorités compétentes, France Terre d'Asile à l'époque, et puis d'autres. Et là, on s'est aperçu qu'il avait un avocat, Maître Bourguet, qui cherchait à lui faire obtenir ses papiers. Mais alors, sa situation était surréaliste. Il avait des papiers, il avait en particulier une autorisation de séjour en Belgique, mais c'était avant tous les changements de l'Europe, hein. C'était dans les années 80-88, donc vous voyez, c'était il y a longtemps. Et il était en situation irrégulière en France, et régulièrement il était présenté au tribunal. Et étant présenté au tribunal, il avait un avocat. Et c'est Maître Bourguet qui s'occupait, Maître Christian Bourguet qui s'occupait des étrangers en situation irrégulière, qui avait pris sa défense. Et alors donc, on allait au tribunal, et au tribunal, avec Maître Bourguet, on allait le soutenir. Puis on le ramenait à Roissy, puisqu'il était condamné régulièrement à quitter la France, puisque les CRS, tous les 3 mois, changeaient dans l'aérogare, et donc il le découvrait en situation irrégulière. Chaque section de CRS le découvrait en situation irrégulière. Donc, faisait une procédure qu'il conduisait à Bobigny. À Bobigny, il était jugé, il devait quitter la France et il revenait à Roissy. Et puis donc, il s'est satellisé à Roissy. Il s'est lithiasé à Roissy, quoi. Il est devenu une lithiase de couloir à Roissy. Et là, je voulais pas, moi j'étais le chef du service médical, je voulais pas être reprochable, je voulais pas que ce type-là soit malade ou quoi que ce soit. Donc on s'en est occupé, quoi. Ouais. Vous l'emmeniez dans Paris? Alors, oui, bon, il fallait quand même qu'il ne devienne pas complètement... vous vous rendez compte, l'immersion dans un aérogare. Donc, le soir, on le prenait. Quand il acceptait de partir, on allait lui montrer Paris, on allait lui montrer la Tour Eiffel, on allait boire un coup dans un café, et puis on le ramenait à l'aéroport. Voilà, et il ne voulait pas bouger de l'aéroport. Il ne voulait pas bouger de l'aéroport, parce qu'il était convaincu que s'il bougeait de l'aéroport, il perdait tout. Ouais. Il s'était, à force, il s'est installé dans l'aéroport, dans l'aérogare 1. Alors, il se faisait appeler Sœur? Non, alors il se faisait appeler Karimi Nasseri Mehran, hein, c'était son nom. Et puis un jour, à force d'être présenté au tribunal, un greffier, à force de le voir, puisqu'il venait là tous les 2 mois ou tous les 3 mois, a dit « Tiens, là, Alfred, tiens, t'as le bonjour d'Alfred. » Alors lui, il a pris ça de la part d'un greffier comme un jugement, et il a dit « Maintenant, je m'appelle plus Karimi Nasseri Mehran, mais je m'appelle Alfred Mehran. » Voilà. Et puis Sœur, il avait un et alors, il n'a jamais été anobli par la reine. Pas du tout. Mais comme il avait une espèce de délire de filiation, il a dit Sœur Alfred Mehran. Il a dit ça. Donc il est devenu Sœur Alfred. Alors, il recevait en permanence des journalistes, hein, c'était surréaliste. Il y avait des journalistes de Corée, des Japonais, des Allemands, hein, qui venaient l'interroger. Nous, on savait qu'il y avait une impasse quand même de papier. Et puis un jour, cette impasse de papier s'est levée. Alors, est-ce que c'est les changements politiques qui ont permis cette impasse de papier? Il a eu enfin une carte de séjour.
Et il a pu, là, il était en situation régulière. Et puis, il y a eu la guerre du Liban. Il est tombé malade. Une nuit, il a été malade. Il a été très gravement malade. Donc, on en a profité pour le faire hospitaliser dans un hôpital du coin. Et après, on l'a mis dans un lieu d'accueil. Alors, il avait, entre-temps, rencontré des gens de chez Spielberg, hein, qui avaient créé ce fameux film, Le Terminal. Mais Le Terminal, il parle de quelqu'un en zone sous-douane, internationale. Alfred n'a jamais été en zone internationale à Roissy, il a toujours été en zone nationale. Et puis un jour, donc Spielberg s'inspire... S'inspire de son histoire, lui achète son histoire, je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est passé, mais il lui a acheté son histoire. Et ils sont venus me voir en me disant, bah, écoutez, c'est votre protégé, il faut absolument on va lui donner des sous. Je dis, mais comment ça, vous allez lui donner des sous, vous ne pouvez pas donner de l'argent en liquide? Il me dit, non, bah, on va faire un chèque. Je dis, mais un chèque, à quel nom? Bah, au vôtre, et puis vous lui donnerez. Mais je dis, mais je veux bien, mais il n'a pas de compte bancaire, il n'existe pas. Hein, Alfred, c'est un individu, un homme sans importance collective. Personne ne voulait s'en occuper. Les organismes de sans-papiers ne l'intéressaient pas, puisqu'il les rejetait. Hein. Il ne pouvait pas s'appuyer dessus. Alfred n'avait pas de besoin. Il n'avait pas de désir, il n'avait pas de besoin. Il voulait être dans les regards, point barre, c'est tout. Et il se retrouve avec un chèque. Alors, il se retrouve. Alors, moi, je me retrouve avec un chèque et je dis, bon, d'accord, donc le chèque a été fait, le premier chèque a été fait à mon nom, que j'ai mis sur un compte. J'ai ouvert un compte à la Poste, que j'ai transféré sur... J'avais réussi à obtenir de la part des gens de la Poste l'ouverture d'un compte. C'était un livret un livret B, je crois, c'est ça. Parce qu'à Roissy, personne n'en voulait. Mais personne n'en voulait. Il y avait une banque qui avait refusé. Je leur dis, écoutez, il va toucher son RMI, ouvrez-lui un chèque, parce que vous savez comment est l'administration, il aura des sous. Et alors, il y a que la Poste, les deux filles de la Poste, qui étaient vraiment très gentilles, qui m'ont dit, bon, bah écoutez, on va voir la chef. Et puis la chef a dit, on va ouvrir un compte, un livret B, un livret jaune B, je crois, c'était ça. Et donc, j'ai pu transférer ces sous que j'avais sur mon compte, sur les siens. Et puis le lendemain, j'ai appelé Spielberg, enfin le staff de Spielberg, et ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on vous envoie un autre chèque. Et c'était conséquent. Et alors là, il y avait tellement de zéros que je ne savais pas les lire. Moi, les chèques américains, vous savez, c'est très particulier. J'ai présenté ça à la chef de la Poste, à la responsable de la Poste de Roissy. Et effectivement, elle a été très surprise. Et puis, on a pu faire obtenir comment ça s'appelle, à Alfred, on a pu obtenir un chèque, je veux dire, un compte en banque, quoi. Ouais. Et là, vous lui avez dit, bah, Alfred, t'es riche? Ben, t'es riche, tu peux partir. Alors, avec son avocat, on a essayé de le convaincre d'acheter un appartement, de faire un petit truc, un petit studio. Non, je pars pas. Alors ça devait être dans les années 2002, je crois. Je me souviens plus très bien. Mais en 2006, donc, il est resté à Roissy alors qu'il avait de l'argent. Et il est parti, je me souviens, il nous avait invités pour fêter cet amoncellement d'argent avec Christian Bourguet. Il nous avait invités au McDo de l'Aérogare 1. C'était assez coquin. Christian Bourguet et moi, bon, McDo, très bien, mais Alfred avait tenu à nous inviter pour nous remercier et on a mangé un McDo ensemble. J'ai d'ailleurs quelques photos concernant cet épisode-là. Et puis ensuite, il y a eu... Il a acheté une télé, en fait. Alors, il a acheté un petit truc, et puis je sais plus ce qu'il avait acheté. Enfin bref, il avait acheté 2-3 babioles, mais il était très bien dans son histoire. Et en 2006, il a été malade, et là, on en a profité de sa faiblesse parce qu'il fallait l'hospitaliser, il n'y avait pas de secret. Donc, je l'ai fait hospitaliser, et puis après, on a pu le mettre dans un foyer d'accueil. Après, il est revenu une fois en 2010 à Roissy 1. Il est revenu à Roissy 1 en 2010. Et là, on a réussi à le convaincre de repartir, mais on ne sait pas où il est reparti, parce qu'il avait coupé toutes les liaisons avec nous. Alfred était extraordinairement arrogant, hein, d'un mépris phénoménal. Hein. Il se foutait de tout. Mais alors, c'en était même humiliant pour ses interlocuteurs, parce que par exemple, je me souviens, dans son foyer, il y avait un type qui était sénégalais, et le gars me dit, bah, docteur, votre protégé est là. Je dis oui, alors il descend. Alors, Sœur Alfred, il descendait, Sœur Alfred, et puis il dit au directeur du foyer, il dit, bon, vous pouvez vous effacer, je suis avec mon médecin, je vais déjeuner avec lui.
Donc il est mis dans ce foyer Emmaüs. Et puis là, après, il disparaît de mon circuit, il disparaît de mon radar personnel. Je le revois en 2010, où là on lui dit non, Alfred, vous ne pouvez pas revenir, et puis maintenant vous avez de l'argent, on peut vous trouver un endroit. Alors il s'est débrouillé, je ne sais pas comment, et puis il y a 15 jours de ça, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai vu un fantôme, j'ai vu Alfred, parce que tout le monde croyait qu'il était mort. Je dis, comment ça, t'as vu un fantôme? T'as vu Alfred? Alfred est revenu? Je dis, il est où? Il me dit, au 2F. Je dis, t'as vu un fantôme, le fantôme d'Alfred au 2F? Alors je dis, il faut que tu te fasses soigner parce que ça va pas. Et alors, je prends ma voiture, moi je suis en retraite, hein. Je suis en retraite depuis 2018. Donc de temps en temps, je retourne à Roissy voir mes troupes, enfin mes anciennes troupes, mais sans plus, quoi. C'est pour leur dire bonjour, puis leur dire que je suis toujours vivant. Et un de mes gars de garde me dit tiens Philippe, je crois que ça serait Alfred. Je dis bon, bah, envoie-moi une photo, parce que maintenant avec les appareils de téléphone, c'est extraordinaire. Il m'envoie la photo, je dis bah oui, c'est bien Alfred. Alors j'ai pris ma voiture et je suis parti le voir. Et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Alors là, il était vraiment au-delà de nos ressources thérapeutiques, et j'ai compris qu'il était revenu là vraisemblablement parce qu'il avait vu arriver la mort. Et donc, il va mourir à l'aéroport de Roissy où il avait été bien. Quoi. Ouais. Où il avait été il avait envie de mourir à Roissy. Je pense qu'il avait envie de mourir à Roissy. Ouais. Je le pense. Bon, il ne me l'a pas dit. Hein. Alors, on a essayé pendant ces 15 jours où on l'a vu, là, puisqu'il a dû arriver fin septembre et il est mort le 11 novembre. Donc, vous voyez, il a passé un mois. Donc, on le voyait à Roissy. Bon, moi, je suis allé plusieurs fois le voir, tenter de le convaincre. Il s'aggravait, mais il refusait tout. Alfred refusait tout, c'était une véritable tête de l'art. Il refusait tout. Hein. Vraiment, aucune aide, rien du tout. Non, 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 laissez-moi. Le seul truc qu'il m'a demandé, c'est un rasoir. Hein. Bon, je lui ai donné un rasoir et puis de la crème, c'est tout. Mais bon, je ne sais même pas ce qu'il en a fait. Et puis un jour, samedi à 11h, on m'a dit Alfred vient de faire un malaise, il est mort. Ouais, mais un personnage extrêmement attachant. Alors, qui fait partie de votre vie de médecin à Roissy, quoi. Ah oui. Et puis de la vie de médecin de la vie de personnes, de beaucoup de personnes qui l'ont aidé. Alfred, à un moment, je m'étais dit, c'est drôle, les femmes de ménage, par exemple. Vous savez, dans la hiérarchie aéroportuaire, il y a le commandant de bord, jusqu'à la femme de ménage, hein, ou le médecin jusqu'à la femme de ménage, il y a les bagagistes, il y a une espèce de pseudo-hiérarchie comme ça, et les femmes de ménage, c'était vraiment les dernières hein, dans la hiérarchie, c'est les femmes de ménage, le corps de balai de l'aéroport, hein, que l'on appelait comme ça d'ailleurs. Et là, il y avait quelqu'un qui était plus bas qu'eux, donc ça les revalorisait. Sa présence, finalement, on leur disait, bah, tu vois, on est femme de ménage, mais regarde, il y a pire que nous, il y a des gens qui sont là, qui sont dans le tremplin vers tous les lointains, et puis qui y vivent. Alors Alfred a vécu une bonne partie de son existence à Roissy, et il est mort à 79 ans. Ouais. Donc, l'atmosphère de l'aéroport n'est pas si délétère que ça. Finalement. C'est pas mal, Roissy. Ouais. Parce que 79 ans, il est quand même... à l'âge de 79 ans. Alors, il n'a pas été du tout... on ne l'a pas abandonné, jamais abandonné, il avait tout. Mais il avait une tête de... C'était un Perse. C'était un Iranien et un Perse. Et son père était médecin et sa mère était infirmière. Donc, c'était quelque chose, quoi, Alfred. Merci, Philippe. Mais il n'y a pas de quoi.